Notre histoire prend place de nos jours, au pinacle de l'évolution technologique et de la déshumanisation, toujours plus florissante. Marco, un jeune vidéaste français, entretient depuis un bon moment une chaîne sur laquelle il diffuse du contenu en lien avec la thématique du paranormal et de l'étrange. Depuis son plus jeune âge, Marco a toujours été fasciné par cet univers, celui de l'invisible qui régnait en secret. Mais voilà, à force d'affronter les déboires et les désillusions, le scepticisme a peu à peu pris le dessus sur la passion. En discutant avec un de ses contacts sur le net, Marco apprit l'existence d'un village situé sur le pic d'une montagne enneigée, dans le nord de la France. Il n'en fallut pas plus pour le motiver à rassembler son matériel dans l'optique de se rendre sur place et enquêter. D'après les rumeurs, il y aurait des disparitions et des morts inexpliquées qui surviendraient tout au long de l'année. Le village serait touché par une puissante malédiction qui tuerait et consommerait les habitants peu à peu. Toujours sceptique, presque provocateur, c'était sans attente particulière que Marco se déplaça jusqu'au village ce fameux jour. Il détenait avec lui un appareil EMF, une Spirit Box, ainsi que plusieurs équipements infrarouges et caméras diverses. Il était relativement connu sur les réseaux et profitait donc de son influence et de l'argent qui en découlait pour s'acheter du bon matériel. Au fond, Marco espérait juste bousculer son quotidien, retrouver la sensation d'un rêve nostalgique. Un rêve qui le poussait à adorer les confins de l'univers et ce qui demeurait incompris de la nature humaine. Il souhaitait secrètement obtenir l'épreuve qui lui fournirait l'adrénaline qu'il recherchait depuis tant d'années. Après tous ces résultats peu concluants, il était temps de prouver l'existence de l'au-delà à sa communauté. L'endroit était presque désert. Il y avait un grand froid. Les habitants se barricadaient dans leurs habitations en épiant tout étranger au travers de leurs fenêtres. Marco n'était pas le bienvenu. Il poursuivit sa marche, se rendant à la mairie pour récolter des informations. On essaya de l'en dissuader, le maire intervint. « Vous êtes complètement fou, c'est insensé. N'enquêtez surtout pas ici. Ce n'est pas un vulgaire jeu. Notre périple est bien réel. Faites demi-tour, tant que vous le pouvez encore. » Jamais notre protagoniste n'avait connu autant de verbiage dans la bouche d'un élu. Cela ne faisait finalement qu'enrichir le côté extatique de la curiosité de Marco. Ce dernier arbora un sourire jovial et malicieux. Même s'il ne détiendrait pas de résultats probants, comme lors de ses anciennes pérégrinations, il tiendrait au moins l'attention des internautes. La légende, l'ambiance, les mises en garde, les gens sont friands de cela. C'était le lieu parfait. 22 heures tapantes, l'enquête allait enfin pouvoir commencer. De nombreuses maisons étaient vides et laissées à l'abandon. Une aubaine pour pratiquer un peu d'urbex et immortaliser l'âme des demeures, sonder leurs histoires. Marco entra dans une maison, à moitié délabrée, à l'abri des regards. À peine à l'intérieur, un courant d'air vint soutenir une atmosphère à vous en glacer le sang. Il n'y avait pas un bruit. La maison était calme et dépourvue de vie. Tout était là. Sur la table, on retrouvait des tasses, du café, des gâteaux qui semblaient avoir toujours été là. C'est comme si les habitants avaient déserté d'une minute à l'autre. Il faisait toujours plus froid. Alors Marco referma son manteau et continua d'avancer. Alors qu'il dépoussiérait certains objets dans le grand hall d'entrée suranné, un craquement attira tout de suite son attention. Était-ce le bois qui travaillait ? Marco ne prit pas part à la névrose et cadra quelques plans pour sa vidéo. Toujours zélé et méticuleux, Marco activait le mode infrarouge de sa caméra pour avancer. Trop de lumière pourrait peut-être alerter un habitant. L'urbex est une pratique parfois dangereuse et proscrite. Marco décida d'emprunter l'escalier qui menait à l'étage. Une drôle de sensation taraudait son esprit, celle d'être observé en secret. Mais était-ce le cadre si unique dans lequel il se trouvait et son imagination qui lui insufflait cette impression ? Sans plus tarder, il grimpa lentement les marches qui craquaient de façon inquiétante sous ses pas de velours. Tout à coup, il s'arrêta. La drôle de sensation d'être épié se réitérait. Il n'y avait aucun bruit dans la pièce. Marco n'entendait que sa respiration haletante s'évader de sa gorge, en même temps que le brouillard causé par le froid. Et alors que la situation était anormalement placide,
Un cri de femme tonitruant vint briser le silence. Marco eut un sursaut et trébucha. Des bruits de pas plus en plus rapides qui provenaient du corridor de l'étage se firent entendre. Peu importe ce que c'était, Marco dévalait les marches une à une sans pouvoir stopper sa chute. Sonné, il se relevait tant bien que mal, prêt à prendre ses jambes à son cou. Il aperçut une silhouette désarticulée et ensanglantée se poser en haut de l'escalier. C'était une femme. Il distinguait mal son visage à cause de la pénombre. Elle le fixait, comme un animal sauvage regarderait un homme pour le dissuader d'avancer. La respiration de Marco était irrégulière. Il ne parvenait plus à reprendre son souffle. Le choc, mélangé au stress, lui faisait perdre ses moyens. Il réunissait les dernières forces qui lui restaient pour franchir la porte en courant. Il trébucha une nouvelle fois dehors et se positionna sur ses poignets, tout en regardant derrière lui. La silhouette se tenait là, juste derrière la porte, et des bruits épouvantables sortaient de sa bouche, comme si sa trachée allait s'arracher et se propulser hors de son corps. Marco ne s'arrêta pas. Il courut l'équivalent de 600 mètres avant de s'écrouler par terre, fatigué. Ce soir-là, Marco comprit que le paranormal et l'objet de ses enquêtes depuis toutes ces années n'était qu'une calopsia, un sujet qu'il ne faudrait plus prendre à la légère. Plus tard, dans la nuit, après n'avoir qu'à moitié réalisé ce qu'il venait de se passer, Marco s'avança près du seul hôtel du village. Un bâtiment rustique, peu conventionnel, dont il se serait bien passé. Il atteignit l'accueil, le teint blafard. Le réceptionniste le toisait du regard. Il s'exprima. « À en juger votre dégaine, vous êtes encore un de ces étrangers qui vient vérifier si notre malédiction est réelle. » Marco était déboussolé. Il répondit. « J'ai besoin d'une chambre, s'il vous plaît. » Le réceptionniste le mit davantage en garde. « Alors vous en avez vu un, n'est-ce pas? Vous avez vu un démon ?» « Je vous demande pardon ?» questionna Marco. « Faites très attention à vous. Il y a eu pas mal de disparitions en ce moment, et ça ne s'arrêtera jamais. Tant que ces idiots comme vous seront là pour servir de pâture à ces immondices. » Sur ces quelques élucubrations, le réceptionniste tendit la clé de la chambre à Marco. Épuisé, à bout de nerfs, c'est ainsi que notre protagoniste s'écroula dans son lit et s'endormit dans son marasme. Le lendemain, le réveil fut rude. Il fallut à Marco un petit temps pour émerger. Reconsidérant tout à coup les événements qui étaient survenus la veille, il se mit à réfléchir. N'importe qui dans cette situation aurait pu rentrer chez lui en remerciant la Providence. Mais ce n'était pas le cas de Marco. Finalement résolu à résoudre les mystères qui entouraient le village, ce n'était plus une question de satisfaction personnelle maintenant, mais bel et bien un devoir qui l'incombait que d'élucider cette affaire. Les prérogatives liées aux influenceurs peuvent s'avérer très utiles. Marco fut joué de ses relations et tira profit des nombreuses personnalités du milieu du spiritisme et de la médiumnité pour dégoter 2 alliés à la puissance considérable. Après de longues heures de conversations téléphoniques et de négociations intenses, il serait maintenant accompagné d'une spécialiste médium en démonologie que nous appellerons Kate, ainsi qu'un prêtre excommunié que nous appellerons Jean-Eudes. À eux 3, ils mèneraient l'enquête pour savoir ce qui ou quoi provoque les disparitions au village. En attendant la venue des 2 autres compagnons de voyage de Marco, ce dernier étudiait méticuleusement les résultats internet et quelques livres de la bibliothèque pour essayer d'en apprendre plus sur la malédiction qui pesait sur le village. Après quelques recherches passionnantes aux confins du virtuel et des livres, Marco rassembla plusieurs informations utiles. D'après les résultats d'enquête de ses prédécesseurs chasseurs de fantômes, l'histoire de cette malédiction serait relatée depuis au moins 200 ans, ce qui est la preuve que les événements qui se produisent ici sont bien légitimes et ancrés dans les mœurs. Aussi, le village aurait été bâti sur un ancien site ancestral, ayant eu pour fonction de rassembler les Wiccans, autrement dit, les sorcières. Que l'on croie à ces coutumes païennes ou non, il était clair que l'on craignait le pouvoir de tels êtres. Kate et Jean-Eudes étaient en route. Nos 2 comparses venaient respectivement de Picardie et de Naples. Le prêtre avait été particulièrement dur à convaincre, mais la discussion entre ce dernier et Marco, bien qu'implicite, avait fait écho dans la conviction fervente du prêtre. Kate, quant à elle, connaissait Marco de par ses vidéos sur Internet. Nous sommes 14 heures plus tard. Le prêtre Jean-Eudes et Kate étaient arrivés à destination, épuisés par le voyage. Marco leur raconta toute l'histoire, dans les moindres détails, pendant le dîner, et on pouvait voir sur le visage des 2 nouveaux participants de l'enquête le trouble et la peur s'immiscer peu à peu.
Jean-Eudes fut le premier à s'exprimer après un raclement de gorge. Eh bien, il s'agit là d'un cas troublant et étonnant, en effet. En temps normal, je ne me serais pas déplacé pour ce genre de broutilles. Non pas que je sois sceptique, mais il faut avouer qu'il y avait l'air d'y avoir beaucoup de verve et d'affabulation dans vos explications au téléphone. Cependant, les résultats des recherches que vous avez présentées sont tout à fait fascinantes. En effet, après une excommunication, le prêtre Jean-Eudes se retira peu à peu de la scène pour ne devenir qu'un prêtre honoraire. Il avait rendu de fiers services à la communauté chrétienne et exerçait son métier avec beaucoup de rectitude et de zèle, principalement lorsqu'il s'agissait de la liturgie. C'est à la suite d'une affaire d'exorcisme sur laquelle le conseil ecclésiastique avait une oukase que le prêtre avait déclenché une discorde. Cette situation d'iniquité provoqua une dissension au cœur même de l'Église, ce qui eut pour effet d'entraîner son ostracisme. Il était dès lors en retraite improvisée et continuait de donner des messes clandestines pour ses quelques fidèles. Il est indéniable que le prêtre avait de l'expérience dans le domaine du paranormal, principalement pour les possessions. C'est exactement pour cette réputation que Marco avait fait appel à lui. Kate, quant à elle, avait toujours été médium depuis sa tendre enfance. Elle voyait des esprits lorsqu'elle était plus jeune et dut apprendre à vivre avec, ce que les gens appellent un don ou ce que certains considèrent comme une malédiction. Kate fut la seconde à s'exprimer. Elle était davantage perturbée par les événements en cours puisque sa sensibilité était soumise à rude épreuve. Ce que je ressens ici est étrange. C'est comme s'il y avait un paquet d'âmes piégées au cœur d'un tumulte tonitruant. J'entends des cris, des supplications. Je vois de la douleur dans tellement d'endroits distincts à travers tout le village. Ces paroles avaient été prononcées avec tellement d'impact. Kate fermait les yeux et manifestait des grimaces accablantes. Mais alors, s'il y a une multiplicité de ces démons en ces lieux, nous devons tous les éliminer, questionna Jean-Eudes. Non, je perçois un mal bien plus intense. Sous les entrailles de ce village, précisa Kate. Il semblerait qu'il soit à l'origine du contrôle de tous les démons qui siègent dans les maisons et prennent possession des habitants. Alors, ça signifie que nous devons trouver et éliminer la source. La médium et le prêtre hochèrent la tête pour confirmer la théorie de Marco. C'était une tâche aux conséquences irréversibles qui incombait nos trois protagonistes. Et à en juger les regards qu'ils s'échangèrent, ils comprirent qu'ils ne reverraient peut-être jamais la lumière du soleil en s'engageant dans cette ultime aventure. Après avoir exploré pendant ce qui semblait être une éternité plusieurs maisons à la recherche de preuves pour dénicher la hiérarchie démoniaque la plus haute et plusieurs exorcismes violents plus tard, Kate s'arrêta brusquement pour user de ses dons. « Je sens que nous sommes proches, je peux le voir, le ressentir. C'est effroyable. » La respiration de Kate était haletante, elle avait peur, et en 30 ans de médiumnité, elle n'avait jamais ressenti un tel désarroi. « Nous devons poursuivre, insista Jean-Eudes. Kate, Marco et Jean-Eudes réalisèrent tout à coup qu'il n'y avait qu'un seul endroit où ils n'avaient osé inspecter. C'était le lieu sacré le plus contre-intuitif et le moins sensé. C'était pourtant bel et bien de la maison de Dieu qu'il s'agissait. Le démon était très puissant et avait réussi à se terrer dans l'église du village, à l'abri, là où personne ne viendrait le chercher. Précisément, dans les catacombes séculaires. Tout en se haletant, Marco pensait à cette affaire pendant le trajet, tout ce qui s'était passé depuis le début. Ils arrivèrent finalement devant l'église où se terrait le mal. Pendant un long moment, nos trois amis explorèrent ces lieux saints galvaudés par les ténèbres. Puis, ils trouvèrent enfin une entrée au travers d'une trappe dérobée. C'était le moment de passer à l'action. La bataille fut acharnée. L'exorciste prononça des psaumes. Des cris démoniaques s'échappèrent des anciennes catacombes. Kate était effrayée, mais combattait tant bien que mal, tandis que Marco était impuissant face à ce monde de l'invisible auquel il avait attaché tant d'admiration. Personne ne saura jamais ce qu'il adviendra de nos trois comparses qui, dans un ultime soupir, ne purent s'extraire de leur tombeau. Murés dans le silence et le mystère à jamais, la malédiction continue encore aujourd'hui de sévir et de créer d'innombrables victimes. Et quelques petits malins viennent encore profiter de la réputation de ce lieu pour se donner quelques frissons. Bien que quelquefois, ils perdent bien plus que quelques followers dubitatifs.